l'invité de la matinale. KTO Radio. 40%, c'est le pourcentage de produits ultra transformés consommés en France. Une étude britannique d'ampleur publiée dans le British Medical Journal en mars dernier alertait justement sur la consommation toujours plus élevée de produits ultra transformés et de ses conséquences sur le surpoids, mais aussi d'autres pathologies comme les maladies cardiaques, voire les troubles mentaux. Notre invité ce matin nous explique les raisons objectives de réduire leur consommation. Bonjour Anne Moreau. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Je vous présente, vous êtes diététicienne et auteur du livre notamment Ma petite cuisine Laudato Si, publié aux éditions CLD. Première question, expliquez-nous qu'est-ce qu'un produit ultra transformé ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs classifications. Je vais essayer de simplifier le propos pour que ça puisse marquer vos auditeurs. On peut considérer qu'il existe trois grandes familles d'aliments distinctes. Ceux qui sont des aliments bruts, qui n'ont subi aucune transformation. C'est le cas des fruits et des légumes frais, des œufs, de la viande, du poisson. On voit bien que c'est des aliments qui se trouvent naturellement dans la nature. Après, on a la deuxième catégorie qui est la catégorie des aliments bruts qui ont subi un léger processus de transformation. Ça peut être une transformation thermique, quand on parle des légumes en conserve ou des légumes surgelés. Ça peut être une transformation où on a ajouté des ingrédients les uns aux autres, comme dans le cas du pain. Le pain frais, c'est pas un aliment qui existe naturellement comme dans cette forme-là, mais c'est un aliment fait à partir d'aliments bruts, d'ingrédients bruts. Les compotes également, par exemple, qui ont subi du coup un traitement qui va venir modifier la forme dans laquelle va pouvoir être consommé ce produit. Et puis la dernière catégorie, c'est la catégorie des produits industriels qui ont subi davantage de transformations et qui ont vu, en plus des transformations mécaniques, qui ont aussi la présence d'additifs et parfois aussi des aliments qui ont vu leur structure moléculaire modifiée. Et donc, on se trouve avec des aliments qui n'ont plus rien à voir avec ce qui existe dans la nature. Pourquoi Donc, les, trois grands types d'aliments. pourquoi les industriels transforment-ils ces aliments au niveau moléculaire, comme vous le dites ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont économiques. Par exemple, si je prends l'industrie du lait, il y a un phénomène qui s'appelle le cracking du lait, qui fait que même un lait entier, un lait qui a été écrémé et dans lequel on a craqué, séparé les molécules du lait pour en faire du lait en poudre, pour pouvoir le vendre à l'industrie agroalimentaire, pour pouvoir ne pas mettre plus de matière grasse que ce qu'il faudrait par rapport à la législation. Donc, on va enlever le gras du lait, on va en faire un lait écrémé. Et après, si c'est un lait entier, on va remettre 3 grammes de gras pile pour que ça rentre dans la catégorie lait entier, par exemple. Donc, c'est très compliqué parce que ça a été fait par les industriels pour optimiser les coûts, pour pouvoir utiliser certains coproduits et les revendre de façon isolée à d'autres produits industriels. Pour les intégrer dans d'autres produits industriels. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est les attentes des consommateurs qui va vers plus de praticité, plus de produits tout prêts, du gain de temps. Aujourd'hui, c'est probablement le bien le plus précieux. Et donc, c'est aussi pour répondre, en tous les cas, historiquement. Aujourd'hui, on voit un petit retour en arrière, mais historiquement, c'était aussi pour aider, soulager certaines parties de la charge culinaire des foyers et notamment avec des mamans qui travaillent et qui avaient plus le temps de faire leur purée toute faite. Bon, qu'à cela ne tienne, on va réduire en flocons et on va faire des purées où il n'y a plus qu'à remettre du lait pour refaire une purée et donc on gagne un temps considérable. Donc on peut penser qu'acheter un produit light avec des teneurs en sucre ou en matière grasse faible permet de manger plus sainement. En fait, c'est pas forcément le cas. Alors, c'est pas mon avis à moi, effectivement. Si ça me permet pas forcément, alors déjà, vous allez souvent payer ces produits plus cher et en fait, vous allez avoir moins de nutriments, donc moins de choses qui vont vous nourrir. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en soi, le gras, on en a besoin. Les lipides doivent représenter
30 à 35 des calories qu'on va ingérer au sein d'une journée. Le sucre, le propos est un petit peu différent parce que le sucre, c'est pas un ingrédient, qui coûte très cher et c'est plutôt un ingrédient que les industriels vont utiliser pour augmenter la palatabilité, c'est-à-dire que la désirabilité, la rondeur des saveurs, Ouais. d'un ingrédient et de façon à nous en faire consommer plus. Donc le sucre, on a tendance à en ajouter alors qu'il y a pas vraiment de vocation, intéressante et salutaire. Hem, alors que bon, pour le gras, c'est un petit peu différent, mais on peut penser aussi au sel et à toutes les matières grasses hydrogénées et tout ça fait qu'on a ajouté beaucoup de complexité dans les assiettes et donc derrière, pour le corps, c'est très compliqué, de pouvoir venir, métaboliser, ces complexités au niveau matriciel des aliments. Et quel est le danger de la consommation excessive de produits ultra transformés? Alors, ce que disent les études et sans qu'il y ait de lien, aujourd'hui, on fait juste des cohortes, importantes et on essaie de voir, l'impact sur le moyen terme. On voit une corrélation positive entre la consommation de ces aliments ultra transformés qui est corrélé positivement avec le risque de développer un surpoids ou une obésité, mais pas seulement. On observe aussi chez les personnes qui sont plus consommateurs de ces catégories d'aliments, des risques accrus de cancer, de maladies cardiaques et également de symptômes de type dépressif. Donc ça fait quand même un cocktail non négligeable Mmh. de risques, d'altération de la santé et là ça et encore on met à côté, aussi l'impact que ça peut avoir sur notre planète, quoi. Donc ça Mmh. veut dire que c'est vraiment, mmh, des produits qui sont délétères et encore une fois, je ne confonds pas un cordon bleu industriel avec des haricots verts surgelés. Enfin, on se parle pas de la même catégorie d'aliments non plus, donc je ne veux pas diaboliser l'impact de l'industrialisation de l'alimentation. Il y a certains produits qui sont intéressants. Je considère aujourd'hui que, il vaut mieux, ça n'engage que moi, mais je considère qu'il vaut mieux manger des légumes, même s'ils sont surgelés, que de ne pas manger de légumes du tout. Mmh. Bah, j'allais justement vous poser la question, Anne Moreau, une question toute simple qui me vient là, mais comment bien choisir ce que l'on mange? Je dirais que, une des indications, un des messages simples 2 messages simples, c'est une alimentation pour moi équilibrée, c'est une alimentation enfin, c'est des assiettes où il y a de la couleur. S'il y a de la couleur, c'est qu'il y a de la diversité. S'il y a de la diversité, c'est que c'est intéressant, il y a des nutriments. Donc ça, c'est quelque chose d'avoir assez intéressant d'avoir en tête, c'est de la diversité et de la couleur. Et la deuxième chose, c'est il faut que ça ressemble le plus possible à ce qui est susceptible d'être trouvé naturellement dans la nature. Si et donc peut-être le troisième repère, c'est de se dire que c'est jamais bon signe d'avoir sur vos emballages, plus de 5 à 6 ingrédients. Ça veut dire qu'on est dans un aliment qui est ultra transformé. Mmh. Pour Donc là, c'est vraiment des listes d'ingrédients courtes et des produits le plus bruts possible dans leur forme telle qu'ils existent dans la nature. bien choisir de bien manger, c'est une chose, avoir le budget, c'en est une autre. Manger des produits frais issus de l'agriculture biologique, ça coûte cher pour de nombreux ménages. C'est indéniable et je ne serais pas responsable de dire que c'est ça ou rien. Il y a des études effectivement qui disent que si on mange des légumes et qui sont pas bio, ça annule le bénéfice. Je ne suis Vous savez, les études, on peut leur faire dire Mmh. parfois un peu ce qu'on veut. J'aurais un discours, moi je suis très engagée en matière d'écologie, donc évidemment que c'est formidable pour les sols comme pour la santé. Pour ceux qui en ont l'opportunité de consommer des produits issus de mode de production le plus raisonnable possible et oui, le label bio a une valeur et c'est formidable pour ceux qui peuvent y souscrire et acheter ce type de produit. Maintenant, bien sûr qu'on peut tout de même manger équilibré sans aller dépenser, des sommes, inconsidérées, dans l'assiette et mais notamment les aliments ultra transformés coûtent en général plus cher que les ingrédients bruts. Donc là, ça demande peut-être plus de temps, d'aller chercher des circuits courts en fait, hein, de raccourcir le nombre d'intermédiaires entre l'aliment et le lieu où je l'achète, de façon à ce qu'il y ait pas, 3 acteurs à rémunérer entre le consommateur et le producteur. Et ça Ça, demande ça permet de réduire les coûts notamment. et ça demande aussi du plus de temps de passer en cuisine si l'on veut, bien, manger et sélectionner ces aliments. S
dans nos vies qui sont de plus en plus très chargées, ça devient aussi compliqué parfois, par moment, de libérer du temps pour cuisiner. Ça parle effectivement de nos rythmes de vie et peut-être que dans l'étude que vous avez mentionnée en introduction, on ne prend pas en compte le fait que les personnes qui mangent des aliments ultra transformés sont aussi peut-être des personnes qui sont très stressées et qui n'ont pas le temps de cuisiner. Et donc peut-être que s'il y a aussi une incidence accrue entre des personnes consommateurs d'aliments ultra transformés et cancer ou autres maladies et autres symptômes dépressifs, ce n'est pas seulement par rapport au contenu de l'assiette, mais peut-être par rapport à une hygiène de vie au global. Et donc, plutôt que de questionner le seul impact de l'alimentation et cette notion de ressource-temps qui nous manque à tous, l'idée, ce serait de venir questionner nos modes de vie, la part que l'on accorde, au temps avec des vrais humains, avec de vrais ingrédients et de se dire que, peut-être que quand on a des études qui nous montrent qu'en moyenne en France, un Français passe entre 2 heures et demie et 3 h 40 en plus de son temps de travail derrière son ordinateur, mais sur son mobile par jour. On manque de temps, mais parce qu'on l'utilise aussi d'une façon qui contribue potentiellement à notre stress, c'est-à-dire de façon excessivement connectée. Donc là, je remettrais vraiment la question du manque de temps pour cuisiner dans la question de nos modes de vie dans leur ensemble. Et qu'est-ce que ça dit selon vous de notre relation au vivant? Et ben, malheureusement, qu'on en est relativement coupé et de soi-même et de nos proches et des plus fragiles de nos sociétés. Pour moi, c'est une indication, une invitation en tous les cas à se reconnecter, hem, à la part vivante en nous et au fait de se dire que peut-être que notre plus grand bien n'est pas le travail ou l'argent qui en découlerait et que peut-être que ça, c'est un mensonge de société et que peut-être de regagner de la liberté pour rechoisir à quoi ma vie sert et donc choisir de réengager du temps là où ça a du sens et là où ça semble, permettre de prendre soin de soi et du vivant, Mmh en nous et autour de nous. et dans votre livre «Ma petite cuisine Laudato aussi», vous donnez aussi des conseils pour inviter les personnes à réfléchir, à réorganiser un peu leur temps? Oui, et il y a des chapitres c'est des chapitres extrêmement variés parce que dans l'ouvrage, on questionne la consommation de la viande, en manger moins et mieux, et quelle viande? Est-ce que toutes les viandes sont équivalentes? Ça commence par ce type de chapitre sur les produits laitiers également, sur les modes de production et ça va jusqu'à comment est-ce que je fais un petit peu plus de vide dans ma cuisine, parce qu'en fait, on a une charge mentale en lien avec le nombre, d'objets que nous avons à gérer dans notre quotidien, qui est tout à fait représentatif de la surchose, de la surconsommation, de tout ce qu'on met dans nos vies en trop, au détriment de ce à quoi il serait bon pour apaiser nos âmes, de laisser de la place, c'est-à-dire, une balade dans la nature, du temps de jeu avec des enfants et je fais partie de ceux qui considèrent que parfois, pour sa santé mentale aussi, il est préférable, de faire cuire des pâtes et d'avoir un temps de qualité autour du repas ou avant le repas parce que je me suis pas stressée non plus en cuisine ce soir-là, en accordant plus d'importance au vivant et aux liens relationnels avec mon mari. Voilà, donc il y a vraiment un discernement fin à poser sur où est mon plus grand bien, ici et maintenant et la réponse ne peut être toujours qu'il faut cuisiner des produits nickel, bruts, bio et cetera. Non, il y a des moments où c'est le temps d'accorder de l'importance au vivant et c'est pas toujours et d'accepter que c'est pas toujours parfait dans l'assiette. Et c'est moi, diététicienne, qui vous le dit. Ouais, aimer et en tout cas, je retiens qu'il faut le plus possible de la couleur dans l'assiette. Oui, Merci c'est ça, beaucoup. c'est Merci beaucoup à Anne Moreau pour ces éclairages sur une alimentation plus saine. Je rappelle que vous êtes diététicienne et auteure du livre «Ma petite cuisine Laudato aussi», publié aux éditions CLD. Encore merci et belle journée à vous. merci, à bientôt.